Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatic News Hebdo du lundi 21 octobre 2019. Et j'ai le plaisir de retrouver avec nous Guy Hervier. Guy Hervier, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors Guy, pour décrypter et analyser l'actualité, on a encore, comme chaque semaine, le choix. On commence par le côté un peu applicatif, avec un certain nombre d'acteurs qui ont mis à jour, comment dirais-je, leur offre, leur version de logiciel. Alors, on va parler d'abord de ServiceNow, c'est du SaaS d'ailleurs, donc je ne suis pas sûr qu'on puisse dire logiciel, mais enfin bon. On va parler des deux en même temps, donc effectivement c'est deux annonces marquantes qui n'ont pas grand rapport l'une avec l'autre, mais donc ServiceNow et PostgreSQL. Donc ServiceNow a lancé il y a quelques jours maintenant sa plateforme de septembre, puisqu'ils ont deux versions par an. Donc ils font un peu comme OpenStack, ils déroulent l'alphabet, donc ils en sont à la lettre N, donc c'est la version New York. Il y a eu Madrid et la prochaine ce sera Orlando et puis Paris. Et donc une des caractéristiques de cette version de ServiceNow, c'est a priori qu'elle soit de plus en plus généraliste. Donc ServiceNow c'était plutôt sur les services, services IT. Et là on s'étale un peu sur les métiers. Donc ça c'est la première caractéristique. PostgreSQL, donc c'est la version 12. Version qui apporte des améliorations à la fois dans le domaine des performances et puis dans le domaine des requêtes au format JSON, donc on rentre un peu dans la technique, donc c'est du JavaScript lisible sur format JavaScript, donc ça c'est les deux tendances et donc PostgreSQL c'est intéressant parce que c'est une base de données open source et on sait qu'il y a des intégrateurs qui lorsque Oracle s'était un peu manifesté bruyamment, avait dit finalement il y a des bases de données sur le marché open source qui peuvent très bien faire l'affaire et pourquoi pas essayer PostgreSQL. Donc on se souvient Keops avait un peu roulé dans les brancards pour dire ça. Donc je pense que c'est intéressant de dire qu'il y a eu cette annonce de cette version 12 qui est une version importante. C'est pas la 12.4, c'est vraiment une nouvelle version. Et qui se positionne en alternative crédible, un lecteur historique comme tout à fait crédible. En tout cas, il y a des comptes qui l'attestent. C'est-à-dire que c'est pas la petite base de données pour la PME du coin. C'est vraiment. C'est pas MySQL. Voilà. Justement, la transition est facile, puisqu'on parle d'Amazon qui, en tant que client, vient d'annoncer qu'il a débranché tous ses bases de données Oracle. Effectivement, alors, il est un peu partie prenante, puisqu'il a aussi une offre de base de données. Donc, effectivement, ça s'est pas fait en une nuit. On sait que ça a démarré il y a un petit moment. Ça avait démarré déjà de manière assez conflictuelle. Et bon, on sait qu'avec Larry Ellison d'Oracle, les choses sont pas toujours simples. Donc, Amazon avait commencé, puisqu'ils ont lancé leur propre... ils ont plusieurs bases de données en fonction des types d'applications. Et donc, ils ont émis l'idée finalement de basculer. Ils étaient tout Oracle et de basculer sur leur propre base de données. Et avant ça, Larry Ellison avait dit, vous voyez, notre base de données Oracle c'est la meilleure, puis la meilleure preuve c'est qu'Amazon l'utilise. Donc Amazon c'est pas un petit client non plus, c'est quand même. Et donc, la taille du site. Donc Amazon a réagi, et puis c'est pas pour ça qu'ils ont lancé le truc, mais en tout cas ils ont lancé la migration, et là la migration est finalisée, donc 7500 bases de données, 75 pétaoctets de données. Donc, je pense pas qu'on se rende compte mais c'est 10 puissance 15, donc c'est quand même beaucoup. C'est important. Et tout ça, c'est un projet qui a duré donc plusieurs mois, qui a nécessité une centaine d'équipes, parce qu'en fonction des types d'applications qui sont concernés. Donc, c'est vraiment un très gros projet, et c'est certainement une des migrations les plus importantes qui ait jamais été réalisée dans ce domaine. Donc, ça méritait d'être mentionné. Alors on reste sur la partie, applicative, et on parle d'un sujet à la mode, le RPA. D'ailleurs, on va recevoir dans le cadre de l'émission Invité de la semaine Alexis Vernier, qui dirige la filiale française de Cofax, qui est un des acteurs de ce marché de la RPA. Alors, elle est intéressante parce qu'elle montre que la révolution n'est pas complètement en marche. Oui, alors effectivement, c'est un peu ce qui a retenu notre attention, puisqu'on, comme nous disons, on soit Alexis Vernier de Cofax. Et cette étude qui a été faite par IDC pour le compte d'un concurrent de Cofax, on peut le citer, c'est UiPath, qui est le leader dans ce domaine, dont l'idée principale est en gros, c'est prometteur, mais il n'y a pas encore beaucoup de projets. Et c'est vrai que si on regarde les chiffres du Gartner, on est sur un marché qui est relativement petit. C'est moins d'1 milliard de dollars. Donc ce qui n'est pas beaucoup. L'échelle de marché IT, c'est pas...
Et donc c'est assez paradoxal parce qu'en fait quand on dans l'enquête, quand on interroge les gens sur les avantages, les bénéfices que ce genre de solution peut apporter, les gens sont assez convaincus on connaît, c'est les bénéfices habituels, réduction des coûts, le fait de se dégager de tâches répétitives et de se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Enfin bon, on peut les lister. Et malgré ça, finalement, le fait d'utiliser ce genre d'outils n'est pas encore vraiment passé. Donc on va dire que c'est un marché pour l'instant prometteur, mais qui n'a pas encore réalisé toutes ces ambitions, toutes ces promesses. Alors on passe, j'allais dire, à la partie un peu business de notre revue de l'actualité, avec tout d'abord Broadcom. C'est pas Broadcom, tu me regardes? Oui, c'est Broadcom. Bon, je recommence. On passe à la partie business de notre revue de l'actualité, puisqu'on parle de la Commission européenne et de Broadcom. J'allais dire Broadcom qui s'est un peu fait remettre dans le droit chemin, si on peut dire, par l'intermédiaire de la Commission européenne, qui décidément est très active sur ces problématiques effectivement, c'est via la commissaire à la concurrence, Madame Versace. Donc l'idée, c'est que, et comme ça s'est fait dans d'autres domaines, en fait, Broadcom, qui est un fournisseur de composants, donc SoC, Silicon Computer, avait signé des contrats, donc on est dans le cadre du Wi-Fi 6, par exemple, avait signé des contrats avec des fournisseurs de téléviseurs ou de modems, et des contrats, en fait, exclusifs. En gros, c'est assez simple. Ça. Si vous m'achetez, vous achetez qu'à moi. Et donc la Commission européenne a retoqué Broadcom en disant non, ce sont des pratiques totalement inacceptables, donc vous enlevez ça de vos propositions contractuelles. Donc je pense que c'est intéressant parce que régulièrement on parle de ce genre de choses et on voit bien que l'Europe est en train de se muscler finalement par rapport à sa concurrence étrangère, qu'elle vienne des États-Unis ou de la Chine. Oui. Alors ça c'est une chose, on aimerait bien aussi que l'Europe construisent quelque chose. Ses propres, entre guillemets, géants. Enfin, je dirais que c'est un premier pas et c'est une étape qu'il fallait mentionner. Alors, dans la série acquisition, l'acquisition de la semaine passée, c'était Sophos, qui s'est fait racheter par un fonds, j'allais dire toujours le même, entre guillemets, Thomas Bravo, qui est à la manœuvre en ce moment. J'allais dire, cette dernière, ça rejoint un peu ce que vous dites. Sophos, c'était un acteur anglais, si mes souvenirs sont bons, et qui se fait racheter par un fonds américain. Bon, voilà. Encore une pépite. Cela dit, les Anglais sont plus. C'est vrai, ils sont plus donc, physiquement. Le Brexit est quasiment. On ne sait pas encore. Quasiment signé. Alors, on parle. Oui, donc Sophos a été racheté par Thomas Bravo, 4 milliards de dollars, c'est 37% de plus que la dernière cotation, donc c'est quand même quelque chose d'important. Donc c'est un éditeur spécialisé dans la sécurité anglais qui passe sous pavillon américain. C'est quand même signé. Dans la sécurité, finalement, il y a quand même pas mal d'acteurs qui sont non américains. Donc, ça serait dommage qu'ils passent tous sous pavillon américain. Et Thomas Bravo, c'est pas un inconnu. D'ailleurs, Thomas Bravo est le propriétaire de Cofax, en particulier, mais plein d'autres, Barracuda, Imperva, une partie du capital de McAfee. Donc, c'est un très très gros portefeuille. Donc c'est une étape de plus. qu'il fallait mentionner. Bon, après, on va voir ce que Thomas Bravo fera de tout ça. Pour le moment, c'est vrai que c'est pas très clair. On voit pas de fusion. Non, est-ce qu'ils vont rester extérieurs et gérer les entreprises et puis ensuite les revendre pour faire leurs bénéfices, ou est-ce qu'ils vont faire des fusions en interne? Ça, j'avoue que c'est pas très clair. Non, j'ai pas d'idée sur la question. Alors on passe au sujet de la semaine, Guy, qui est un sujet qu'on commence à voir monter en puissance, qu'on appelle l'edge computing. Alors en bon français, qu'est-ce que ça veut dire, l'edge computing? C'est l'informatique à la périphérie, relative. C'est assez simple. Mais encore. Donc en gros, effectivement, on parlait beaucoup de cloud reposant sur les data centers hyperscale, donc les data centers énormes. C'est une vision très, on était dans une vision très centralisée de l'informatique, et là on passe à une vision décentralisée. Et donc ces hyperscales, c'est les Facebook, Google et compagnie qui ont des data centers énormes, ou c'est des opérateurs de services cloud, donc on voit bien qui sont. Et donc effectivement, finalement, on pensait que l'informatique, on voit bien depuis 40 ans, enfin je ne sais pas si vous avez commencé au début à ce moment-là, mais l'informatique est passée successivement des vagues de centralisation à décentralisation, et là on voit bien que en fait des problématiques nouvelles apparaissent, et
et donc il y a nécessité de mettre de l'informatique au plus près des sources de données. Et pourquoi ? Parce que il y a nécessité de non pas transmettre toutes les informations, toutes les données, parce que ce sont des volumes considérables, et donc les réseaux, même si les capacités se sont considérablement développées, seraient complètement bouchées très rapidement. L'idée, c'est de faire une première étape de traitement en local, au plus près des sources de données, et en plus, ça permet de réduire le temps de latence. Donc, ceci expliquant cela, qu'est-ce que c'est que l'edge computing? Finalement, la définition est relativement... chacun apporte un peu sa propre définition, mais effectivement, c'est mettre de l'informatique à la périphérie. Et cette informatique, ça peut être un wearable, donc votre montre connectée, ça peut être votre iPhone, mais ça peut être aussi Atos en mai dernier, à l'occasion de Vivatech, avait sorti quelque chose qui ressemblait à un PC des années 80, sauf que c'était une machine qui faisait 160 teraflops, voilà. Et qu'ils ont appelé Edge Computer, et qui à l'époque, en 2005, ça aurait été la machine la plus puissante du top 500, vous savez, du classement des 500. Donc c'est pas nécessairement des petites machines, ça peut être quelque chose de très important. Et tout ça... en fait, on en parle parce que Equinix, donc qui est un hébergeur bien connu, c'est le numéro du secteur, a fait une étude sur le sujet qui montre que l'edge computing se développe au rythme de 50% par an. Ah oui, donc c'est un marché qui, alors c'est dans la zone de EMEA, mais on peut supposer que c'est à peu près pareil. C'est l'ordre de grandeur, mais donc ça veut dire que ça se développe très vite, et évidemment avec des applications qui sont liées à l'Internet des objets, puisque précisément l'Internet des objets, c'est la capacité de récupérer des données un peu partout, et donc de ne pas les transférer directement. Et j'étais à une conférence récemment qui était organisée par NetEvents, et il y avait le directeur marketing de Mellanox qui proposait une image, une métaphore qui était assez bonne, enfin une analogie plutôt qui était assez bonne, qui était la vision, la manière avec laquelle fonctionne la vision. Il disait, en fait, l'œil n'est pas une simple caméra qui transmet ce qu'elle voit au cerveau pour que le cerveau le traite, mais la rétine est un edge computer, si je puis dire, qui traite déjà un certain nombre d'informations, qui détecte le mouvement, qui détecte le haut et le bas, qui fait du pré-processing et qui transmet ces données-là ensuite au cortex, qui fait l'analyse pleine et entière de la vision. Et donc j'ai trouvé que c'était une image qui était assez intéressante. Donc le mot edge computing est relativement nouveau. Mais bon, la problématique n'est pas nouvelle. Elle est réactualisée parce que il y a des applications et des technologies qui se sont développées récemment, et que donc il y a cette nécessité de mettre de l'informatique à la périphérie, qui évidemment est connectée avec le reste, avec l'ensemble des data centers. Donc c'est un phénomène qui est quand même assez important. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Ça c'était pour la semaine passée, Guy. Pour la semaine à venir, vous avez revenu l'événement de Sierra Wireless Summit. Pour le coup, on a parlé d'informatique des objets, voilà. Et j'imagine d'edge computing. Exactement, donc c'est à Paris la semaine prochaine, le 23, enfin cette semaine plutôt, le 23 et le 24 octobre. Donc c'est l'Innovation Summit, on parlera beaucoup d'IoT avec évidemment des applications très importantes dans tout le domaine industriel, mais pas seulement. Donc je pense que pour tous les gens qui sont intéressés par tout ce qui est objets connectés, edge computing, la 5G évidemment est un élément aussi technologique qui s'immisce là-dedans, plus les réseaux basse consommation, donc tous les gens qui sont intéressés par ça pour aller voir, participer à ce Sierra Wireless, qui lui-même est un fabricant d'objets connectés, donc quelqu'un qui connaît bien le sujet. Très bien, et puis on finit par notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Cette fois-ci, c'est plutôt un coup de cœur, c'est une initiative de l'OCDE qui vise on revient sur la fameuse taxation des profits, des bénéfices des GAFA, qui vise à proposer une solution
qui permettent à chacun des États de s'y retrouver finalement. Alors effectivement, enfin s'y retrouver en tout cas, qui permettra à l'Europe de s'organiser mieux pour une meilleure taxation, mais l'Europe ça peut être aussi les États-Unis, parce que finalement les États-Unis sont soumis un peu au même phénomène, sauf qu'il n'y a pas cette espèce de jeu interne aux différents pays européens où on s'installe en Californie ou dans l'Iowa. De toute façon, au final, en Europe, c'est un petit peu différent. En tout cas, la problématique qui est proposée par l'OCDE est à saluer, parce que effectivement, ces GAFA, il faut absolument, enfin GAFA, il n'y a pas que ces 4 sociétés, il y a tous les gens du numérique. Les entreprises qui ont une vision mondiale. Et évidemment, leur activité qui est liée au numérique facilite je dirais le fait de pouvoir... L'optimisation fiscale. Voilà, on va le dire comme ça. Donc si on trouve des arguments, des atouts juridiques, techniques pour faire en sorte qu'on arrive à mieux récolter l'impôt sur ces sociétés-là, finalement, c'est à saluer. Et ça s'insère dans ce qu'on disait précédemment sur la stratégie de l'Union européenne qui vise maintenant à s'armer un petit peu mieux par rapport à ça. Donc ça va dans le bon sens et ça sera donc un bon coup de cœur. Très bien, concluons cette note positive. Merci Guy. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatic News Hebdo. À très bientôt, merci.